Bonjour à tous, je suis ravi d'être à Biarritz pour la deuxième édition de Surfing Bitcoin. C'est un vrai plaisir. Et je suis là pour vous parler de Lightning Network. Puisque, en effet, nous sommes maintenant en août 2021 et il semble que Bitcoin ne soit toujours pas mort. Il n'est pas mort et en plus, il se développe, il est en train de passer à l'échelle grâce à ce protocole qui est le Lightning Network et qui a suscité beaucoup de scepticisme à ses débuts, mais qui en fait se développe, qui fonctionne depuis 2018 et qui fonctionne assez bien. Et donc je vais vous proposer une petite introduction au Lightning Network en 4 étapes. D'abord, résumer la promesse de ce protocole, son ambition. Ensuite, décrire très rapidement son fonctionnement technique. Ensuite, soulever quelques questions, des enjeux, des problèmes qu'il va devoir surmonter pour se développer. Et puis enfin, faire un point sur son écosystème qui se développe énormément depuis 6 mois. Alors, il y a énormément de sujets à aborder. Je ne pourrais pas tout traiter et tout creuser en détail. Ça va aller très très vite. Certains de ces sujets sont présentés dans une note que j'ai développée, que j'ai publiée l'année dernière à l'Institut Sapiens et qui est disponible sur Internet. Alors d'abord, l'ambition du protocole Lightning Network. Au XIXe siècle, on utilisait le pétrole essentiellement pour s'éclairer. C'était avant l'invention du moteur thermique et évidemment avant l'invention des automobiles. Au début de l'industrie de l'électricité, on a utilisé l'électricité pour faire fonctionner des voitures électriques, alors qu'évidemment la technologie n'était pas prête, c'était trop tôt. Donc il y a des cas dans l'histoire où l'humanité découvre une nouvelle ressource, mais ne l'utilise pas de manière totalement optimale et efficiente dès le début, parce que la technologie n'est pas prête. Est-ce qu'on ne pourrait pas transposer ce raisonnement à la blockchain Bitcoin ? Un bloc de la blockchain Bitcoin, c'est maintenant une ressource précieuse, rare, limitée. On ne peut pas y mettre beaucoup de choses, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Elle est coûteuse à produire, très coûteuse à produire, et il faut faire attention à ne pas en faire une utilisation inefficiente et sous-optimale. Comme par exemple, vouloir payer toutes les transactions du monde sur la blockchain Bitcoin, payer notre café et toutes les petites transactions de l'humanité sur la blockchain Bitcoin, ça n'est pas possible. Et c'est un raisonnement qui avait déjà été tenu par Alfinet en 2010. Dès 2010, il avait identifié ce problème, lui et les autres, en disant le protocole, la blockchain Bitcoin ne peut pas passer à l'échelle elle-même. C'est pas possible. Il va falloir trouver une couche de paiement additionnel qui serait plus légère et plus efficace. Nakamoto aussi, dans un mail au développeur Mike Hearn, disait par exemple, quand des parties qui se font confiance font du trading à haute fréquence, en Bitcoin, il n'y a pas de raison qu'elles publient toutes leurs transactions et qu'elles les fassent vérifier par le réseau et qu'on déclenche cet énorme processus de vérification, de validation et de minage. Elles peuvent très bien se faire plein de transactions off-chain, en dehors de la blockchain Bitcoin, et ne faire enregistrer dans la blockchain Bitcoin que en fait, les soldes, les compensations, la somme finale de leurs échanges respectifs. Donc on voit qu'il y avait déjà cet enjeu qui était soulevé dès le début de l'histoire de Bitcoin. Mais là, ce que proposait Nakamoto, c'était intéressant, mais c'était pour des gens qui se connaissent, qui se font confiance. Alors, comment ça fonctionnerait si on transposait cette idée à un réseau où les gens n'ont pas besoin de se faire confiance, pour passer à l'échelle ? Et c'est ça, le Lightning Network. En 2015, 2 jeunes chercheurs ont publié un white paper pour décrire ce système. Ensuite, ils l'ont développé dans une nouvelle version en 2016. Et cette proposition a été mise en œuvre par 3 startups, essentiellement. Il y a d'autres mises en œuvre, mais ce sont les principales. Et une des 3 est d'ailleurs A5, une société française, qui est soutenue par BPI France. Ces 3 startups se sont mises d'accord sur des spécifications communes pour que les 3 implémentations restent compatibles. En même temps, ces boîtes n'ont pas de pouvoir sur le protocole Lightning Network, qui est un protocole open source comme Bitcoin. Parfois, certaines de ces entreprises proposent des fonctionnalités différentes des 2 autres, et donc il y a aussi des différences de mise en œuvre. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble reste compatible, les 3 implémentations restent compatibles. Lors de la guerre de la taille des blocs de 2015, 2016, 2017, le Lightning Network a été un enjeu, puisque certains proposaient d'assurer le passage à l'échelle de Bitcoin en augmentant la taille des blocs. Et
certains disaient non, ce n'est pas une bonne idée d'augmenter trop vite la taille des blocs parce que ça va concentrer le réseau, ce sera plus difficile d'avoir un nœud complet Bitcoin, et donc ça va contre l'idéal de décentralisation du réseau Bitcoin. Et certains partisans des gros blocs soutenaient mordicus que le Lightning Network ne pourrait pas se développer, qu'il y avait des freins techniques, scientifiques majeurs et que ce ne serait pas possible. Et pourtant, comme dirait Galilée, il tourne. Depuis 2018, le Lightning Network fonctionne. Il fonctionne assez bien. Il permet donc maintenant des transactions illimitées en nombre sur des montants très faibles et sur des échelles de temps très faibles, de manière sécurisée, respectant bien la vie privée, pour des frais dérisoires, des frais de transaction dérisoires, ce qui est bien utile quand les frais de transaction sur la blockchain Bitcoin sont élevés, et sans dépenses énergétiques additionnelles. Sans dépenses énergétiques additionnelles. On aimerait bien entendre cette analyse dans tous les articles de presse qui passent leur temps à dénoncer le côté énergivore du Bitcoin. Mais ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Le Lightning Network rend possible le passage à l'échelle de Bitcoin sans dépenses énergétiques additionnelles et dans des conditions relativement sûres. Les frais de transaction sont très faibles. Ils sont calculés d'une manière très différente de ceux qu'on paye on-chain quand on fait une transaction sur la blockchain Bitcoin. Ils sont proportionnels avec des pourcentages très très faibles. Et donc, c'est beaucoup plus praticable pour faire énormément de petites transactions, et notamment des micro-transactions qui pourraient aboutir à une forme de cascade de paiement, à de la monnaie en streaming, comme dit Andreas Antonopoulos. Et donc, si le Lightning Network, qui se développe beaucoup en ce moment, poursuit son essor, il est bien parti pour expédier au musée des Antiquités et pour ringardiser définitivement les systèmes de paiement traditionnels auxquels nous sommes habitués, Visa, etc. Comment ? Donc, quelques éléments sur le fonctionnement technique. Donc, le fonctionnement technique du Lightning Network est atrocement difficile à comprendre. Il est effroyablement complexe, mais heureusement, ça n'est que la mécanique interne. Pour l'utilisateur, en fait, c'est très très simple à utiliser. Il y a vraiment un énorme écart entre la mécanique interne et ce que nous, en tant qu'utilisateurs de base, nous voyons. L'idée, c'est de mettre en réseau des canaux de paiement entre entités pour faire circuler des transactions d'un point à un autre. Transactions qui sont essentiellement off-chain, qui ne sont donc pas publiées pour être vérifiées, validées, minées et enregistrées dans la blockchain Bitcoin. Donc, comme elles ne poursuivent pas ce processus, on peut en faire beaucoup plus vite, plus facilement. Seules certaines d'entre elles vont être publiées et donc enregistrées dans la blockchain. Ce sont celles qui consistent à ouvrir et à fermer des canaux de paiement. Et quand elles ferment des canaux de paiement, elles assurent une sorte de solde de toutes les transactions qui ont circulé dans ce canal pendant une période donnée entre les parties concernées. Et les intermédiaires de ce chemin que prennent ces transactions peuvent être vous et moi ou des entreprises qui se spécialisent pour assurer cette fonction et qui peuvent prélever des frais de transaction proportionnels au montant qui circule que ces entités décident et annoncent. Et si Alice veut envoyer un paiement à Bob, eh bien son paiement va transiter par plusieurs intermédiaires, des nœuds intermédiaires, des ordinateurs. Et c'est le wallet d'Alice qui va calculer un chemin optimal. Et parfois, il y aura plusieurs chemins possibles. Et la transaction va arriver à Bob de cette manière. Donc on voit qu'il y a des nœuds qui vont être plus connectés, qui vont avoir plus de canaux, et d'autres qui vont être un peu plus en périphérie, et qui ne joueront pas forcément d'ailleurs le rôle d'intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces canaux de paiement ? Un canal de paiement, c'est une sorte de boulier. C'est un boulier qui relie deux entités, deux personnes, chaque personne est à une extrémité, et peuvent s'échanger des boules d'un côté à l'autre autant de fois qu'elles le veulent, sans que la quantité de boules présentes sur le boulier ne change. Alors, prenons un exemple d'Alice et Bob. Donc là, il y a un canal de paiement entre Alice et Bob, et Alice a 10 satoshi. Chaque boule bleue est un satoshi. La capacité totale de ce canal de paiement est donc de 10 satoshi. Alice peut envoyer à Bob des satoshi dans une limite de 10, parce qu'elle n'en a pas plus. Bob peut recevoir des satoshi dans une limite de 10, parce que Alice ne peut pas lui envoyer plus que ça. Bob, actuellement, ne peut pas envoyer de satoshi à Alice, parce qu'il n'y en a pas de son côté. Alors, comment est-ce qu'ils font pour créer ce canal de paiement ? Il
il y a une transaction de création de ce canal de paiement qui va être une transaction on-chain qui va avoir lieu sur la blockchain Bitcoin, qui consiste à créer une adresse multisig 2 pour 2 entre Alice et Bob et à effectuer un versement, un dépôt, c'est une transaction de dépôt, de 10 Satoshi par Alice sur cette adresse multisig. Et ça déclenche l'ouverture de ce canal. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les deux commencent à s'échanger les Satoshi? Si Alice veut envoyer 2 Satoshi à Bob, elle peut le faire. Et là, il y a donc une nouvelle répartition des Satoshi entre les deux. Et cette transaction est consacrée par une nouvelle transaction Bitcoin. C'est une vraie transaction Bitcoin qui est publiable sur la blockchain Bitcoin, mais qui n'est pas publiée, et qui consiste à envoyer de l'adresse multisig à Alice 8 Satoshi et à Bob 2 Satoshi. Autrement dit, on a une nouvelle transaction Bitcoin qui part de l'adresse multisig et qui résume le nouvel état du canal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si ils veulent fermer leur canal? Eh bien, là encore, il va y avoir une transaction qui, cette fois-ci, va être publiée de l'adresse multisig vers Alice et Bob, répartissant à chacun le nombre de Satoshi qui lui revient. Et cette transaction-là sera donc publiée sur la blockchain, vérifiée, validée, minée, enregistrée. Mais qu'est-ce qui se passe si, avant de fermer ce canal, ils veulent faire plusieurs échanges entre eux? Bob peut renvoyer ces 2 Satoshi, ou Alice peut lui en envoyer d'autres. En fait, ils peuvent s'en faire des milliers, des millions, sans limite. Et là, ces transactions-là ne seront pas publiées. Mais à chaque fois, les deux parties créeront automatiquement une transaction de l'adresse multisig vers chacun d'eux, décrivant le nouvel état de leur Satoshi, qu'on appelle une transaction d'engagement, qui est publiable à tout instant, mais qui n'est pas publiée. Donc, en gros, c'est ça le fonctionnement d'un canal de paiement bidirectionnel parce que ça peut circuler dans les deux sens. L'intérêt, c'est de ne pas faire des transactions qu'entre deux parties, mais de mettre ça en réseau. Si Alice veut envoyer des Satoshi à Carole, mais qu'elle n'a pas de canal directement avec Carole, elle peut passer par l'intermédiaire de Bob. Si elle veut lui envoyer 2 Satoshi, elle va donc envoyer 2 Satoshi à Bob, et Bob va transférer 2 Satoshi à Carole. Et le protocole Lightning Network sert à ça, à faire fonctionner cette fonctionnalité de manière sécurisée. Et on retrouve le même fonctionnement avec à chaque fois des transactions d'engagement qui décrivent le nouvel état de chacun des canaux de paiement. Donc la mise en réseau de ça permet à chaque entité qui veut faire une transaction vers quelqu'un avec qui n'a pas un canal de trouver un chemin entre les différents intermédiaires pour optimiser son parcours, son temps, les frais de transaction à payer, etc. Et quand on rentre dans les détails de ce fonctionnement, c'est vraiment très, très, très complexe. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue pratique? Qu'est-ce qui se passe si on veut être un nœud Lightning? Comme pour les nœuds Bitcoin, il y a toute une gradation de nœuds plus ou moins complets qui vous donnent plus ou moins d'indépendance et de contrôle sur les opérations. Mais prenons l'exemple le plus simple. Il faut avoir un wallet, on peut télécharger un wallet, et là, c'est le wallet Phoenix. On peut le télécharger, et moi, quand j'ouvre mon wallet Phoenix, qui sert donc à faire des transactions en Lightning, eh bien, je tombe là-dessus, il y a un état de mes dernières transactions, il y a le nombre de Satoshi que j'ai, et en bas, il y a 2 boutons, envoyer, recevoir. Si je veux envoyer, je clique dessus, et je tombe sur un scan, et je peux scanner un QR code que quelqu'un me présente. Et inversement, si je veux recevoir des Satoshi, je clique sur recevoir, et là, ça crée ce qu'on appelle une invoice. C'est-à-dire, c'est un QR code qui décrit l'adresse à laquelle on doit envoyer les Satoshi, et on peut inclure d'ailleurs le montant qu'on attend. Ce qui fait que celui qui la scanne pour faire un versement n'a même pas besoin d'écrire le montant qu'il veut verser. Il la scanne, et ensuite il confirme, et la transaction se fait immédiatement. Et quand on fait sa première transaction sur un wallet Lightning avec ce genre d'outil, en fait, la simplicité est absolument bluffante. C'est plus facile qu'une transaction Bitcoin normale. C'est instantané, hyper simple, c'est complètement déroutant. Donc ça, c'était un aperçu du fonctionnement technique. Mais il y a des problèmes quand même, il y a des sujets, il y a des questions qui se posent, des défis à relever pour que le Lightning Network puisse continuer à se développer. On ne peut pas tous les examiner, mais je propose d'en retenir 7.
Le premier, c'est la sécurité. Est-ce que le réseau Lightning permet des transactions aussi sécurisées que sur la blockchain Bitcoin? Parce que le risque, c'est que dans le fonctionnement des canaux bidirectionnels que je vous ai décrits, une des deux parties décide de publier une transaction d'engagement qui n'est pas la dernière en date. C'est-à-dire qu'elle décide de publier sur la blockchain Bitcoin un état du canal qui l'avantage, mais qui n'est pas l'état légitime, qui n'est pas le dernier sur lequel les deux se sont mis d'accord. Et donc, à ce moment-là, il y a un risque de fraude. Donc, comment est-ce qu'on surmonte ce risque-là? Il y a un dispositif extrêmement habile qui permet d'identifier cette tentative et de sanctionner de manière très forte le fraudeur en transférant l'ensemble des satoshis du canal à la partie lésée. Et donc, c'est extrêmement dissuasif. C'est un coût économique radical. Et donc, ne mets pas tes mains dans la caisse parce que tu risques de te faire pincer très fort. Ça revient à ça. C'est un mécanisme anti-triche qui est radical. Simplement, pour ça, il faut observer ce qui se passe sur la blockchain Bitcoin. Il faut observer le même pool pour identifier une transaction qui viendrait de l'adresse multisig et qui ne serait pas celle qu'on estime légitime. Donc, au début de Lightning Network, on parlait beaucoup des watchtowers, les tours de guet, qui sont des entités à qui on délègue cette fonction d'observer la blockchain Bitcoin. Mais il semble que en fait, ça ne se développe pas vraiment et que maintenant cette fonction soit internalisée, notamment par les sociétés qui proposent des wallets. Donc l'utilisateur de base que je suis n'a pas besoin de surveiller la blockchain Bitcoin, et heureusement, c'est beaucoup plus facile. Donc la sécurité est relativement bien assurée en fait. Maintenant, qu'en est-il de la vie privée? Quel est le degré d'anonymat, de confidentialité qu'on peut trouver sur le réseau Lightning? Alors d'abord, comme la plupart des transactions ne sont pas publiées, par définition, il y a déjà un niveau d'anonymat plus élevé que sur Bitcoin. La surveillance est plus compliquée pour des entités extérieures. Les transactions ne sont pas enregistrées non plus dans un registre immuable qu'est la blockchain Bitcoin. Donc là aussi, c'est une garantie d'anonymat. Et puis, comme sur le réseau Tor, le réseau Lightning fonctionne en routage par oignon, c'est-à-dire que chacun des nœuds intermédiaires qui fait circuler des transactions n'a pas de vision complète de la transaction. Il ne sait pas d'où vient à l'origine la transaction, ni quelle est sa destination finale. Il n'a les infos que pour les deux canaux qui le concernent. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. D'autre part, on peut toujours utiliser, à propos de Tor, Tor lui-même pour faire fonctionner Lightning et préserver sa vie privée. Par ailleurs, de manière peut-être un peu plus marginale, l'activation de Taproot cet automne, activation progressive, va empêcher le fait de déceler des transactions d'ouverture de canaux, ce qui est une nouveauté, et donc ça va diminuer les possibilités de surveillance du réseau Lightning. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Maintenant, il y a un enjeu très important, c'est celui de la liquidité. Si on revient à l'exemple de tout à l'heure, Alice peut envoyer 2 satoshis à Carole parce que sur le canal entre Bob et Carole, du côté de Bob, il y a suffisamment de satoshis. Mais supposons qu'il y ait eu juste un satoshi sur le canal entre Bob et Carole du côté de Bob. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de liquidité suffisante dans ce canal-là, et donc Alice n'aurait pas pu transférer 2 satoshis à Carole en passant par Bob. Il y aurait eu un problème de liquidité. On parle de liquidité entrante ou liquidité sortante. La liquidité entrante, c'est celle qui est de l'autre côté de la partie autre d'un canal qu'on a et qui peut arriver vers nous. Et la capacité sortante, c'est les satoshis qu'on a de son côté et qu'on peut transférer. Et donc, si on réfléchit au réseau, cet enjeu de la liquidité est important parce qu'il suffit qu'il y ait quelques canaux où il n'y ait pas assez de liquidité ou pas répartis du bon côté des canaux, et à ce moment-là, les transactions vont avoir plus de mal à passer. Elles peuvent même être bloquées, ou le calcul de leur chemin va être plus compliqué. Donc là, il y a plein de réponses qui sont apportées à ce problème. D'abord, il y a l'Atomic Multipass Payment, qui consiste à fractionner une transaction Lightning en petites sous-transactions de montant inférieur qui vont se disperser sur le réseau et emprunter des chemins différents et qui seront donc soumis à une limite de liquidité plus faible. Et donc ça facilite leur parcours. On peut aussi, depuis tout récemment, alimenter un canal quand on le crée des deux côtés, pas seulement d'un côté. Donc ça aussi, ça va faciliter la création de liquidité sur le réseau. Il y a des acteurs spécialisés, des Lightning Service Providers qui fournissent de la liquidité. Il y a des outils qui sont créés comme Lightning Pool, qui est une marketplace pour faire se rencontrer les offreurs et les demandeurs de liquidité. Il y a un outil comme Loop
qui est très intéressant conceptuellement, parce que supposons que je sois un marchand, un commerçant, je reçois énormément de versements, mais je fais peu de versements. Et j'utilise plein de canaux Lightning. Mes canaux vont être systématiquement déséquilibrés. C'est-à-dire que je vais avoir surtout de la capacité sortante, puisque j'ai reçu plein de paiements. Et alors, le problème, c'est que ça va limiter l'afflux de nouvelles transactions qui pourraient venir vers moi par la suite, puisque j'aurai plus de liquidité entrante. Donc, ce système de loop va me permettre de rebasculer la liquidité dans mes canaux en payant une entité, loop, en lui envoyant une transaction Bitcoin par le réseau Lightning. Et ça va donc rééquilibrer mon canal. Et en contrepartie, Loop me rembourse, mais sur la blockchain Bitcoin, en prélevant une petite commission au passage. Mais pour résumer, j'ai rééquilibré mes canaux pour un coût très réduit. Et donc ça, c'est une fonctionnalité assez astucieuse. Et on voit que là se dessine un début d'économie financière sur le réseau Lightning. Il y a des acteurs, il y a du capital qui est placé, qui peut rapporter une rémunération. Et on voit l'émergence de taux d'intérêt, ça a été théorisé dès 2018 par Nick Bhatia. C'est même, à ma connaissance, le seul moyen de prêter des bitcoins sans céder ses clés privées, en gardant ses clés privées. Donc la rémunération est faible, c'est celle qu'on peut prélever quand on est un nœud de routage ou quand on a prêté de la liquidité à un nœud de routage, mais on se retrouve avec progressivement la formation d'un taux d'intérêt de marché sans risque qui, si le réseau Lightning se développe, va être probablement plus révélateur en termes économiques que les taux d'intérêt moyens de l'économie fiat qui sont tripatouillés tous azimuts par les banques centrales. Il y a beaucoup de travaux sur ces sujets. Et puis récemment, il y a le Blockchain Lab du MIT qui a identifié 2 scénarios de prospective pour savoir un peu comment ça allait évoluer. Soit le routage reste profitable, c'est-à-dire que ces entités qui assurent du routage en prélevant des frais de routage continuent de gagner de l'argent et c'est très bien, et certaines d'entre elles vont se transformer en néobanques. Soit la liquidité va être très abondante, parce que tout le monde pourra placer de l'argent facilement sur le réseau Lightning, et à ce moment-là, le financement de ces acteurs viendra surtout de la fourniture de services associés qui commencent à se développer et qui se développeront probablement un peu plus. Autre défi important, c'est le routage. Sur ce réseau, celui qui envoie la transaction, son nœud doit calculer un chemin. Plus il y a de canaux, plus il y a de nœuds, plus ce chemin va être complexe à calculer. Il faut avoir une vision de la topologie du réseau, il faut faire un calcul probabiliste pour savoir comment sont répartis les satoshis dans chaque canal. C'est d'une très grande complexité qui donne lieu à des travaux académiques poussés. Par exemple, il y a ceux de Cyril Greenspan et Ricardo Pérez en France qui se sont inspirés du modèle de communication des fourmis, qui s'échangent de l'information un peu de la même manière, puisque sur le réseau Lightning, il y a un réseau d'échange d'informations pour que tous ces nœuds puissent se communiquer les infos sur les canaux, la liquidité, etc. Et puis, A5 a développé un système qui est apprécié, qui s'appelle le routage trampoline, qui permet de déléguer une partie du calcul du routage de son propre nœud à des nœuds qui ont une vision plus complète de la topologie. Donc ça facilite les opérations de routage. Un enjeu d'expérience utilisateur. Ça progresse beaucoup, ça reste parfois un peu compliqué, mais il y a quelques questions qui se posent. Est-ce qu'il faut avoir un nœud Bitcoin complet, par exemple ? C'est peut-être une bonne idée si on veut avoir plus de contrôle, par exemple, pour surveiller soi-même la blockchain. Mais ce n'est pas nécessaire. Si on a juste un wallet de smartphone, pas besoin d'avoir de nœud Bitcoin. Il faut être connecté pour recevoir une transaction Bitcoin sur le Lightning, contrairement à une transaction on-chain. Ça, c'est une différence importante. Donc, c'est une contrainte d'expérience utilisateur. Mais là aussi, il semble que ça progresse. Je crois que A5, avec le wallet Phoenix, propose une fonctionnalité qui permet, entre guillemets, de réveiller son appli si on reçoit une transaction et qu'on n'est pas connecté comme il faut. Et puis, on peut supposer que d'autres fonctionnalités de ce style vont se développer. Est-ce qu'il faut sauvegarder ces canaux ? En théorie, oui, si on veut se protéger et faire jouer le mécanisme anti-triche dont je parlais tout à l'heure. Mais là encore, c'est une fonction qui est internalisée par les fournisseurs de wallets de plus en plus. Et donc, pour l'utilisateur lambda, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de sauvegarder ces canaux. Il y avait une limite au montant qu'on pouvait échanger sur les canaux initialement pour protéger les utilisateurs parce que le réseau était encore très nouveau et embryonnaire. Cette limite a été levée. On peut donc maintenant s'échanger des montants plus élevés. La limite était de 0,17 Bitcoin. Et ça a été levé grâce à ce qu'on appelle les Wombo Channel, en référence à une scène de ce dessin animé Bob l'éponge.
Et puis, il y a des nouvelles fonctionnalités qui continuent à se développer. Par exemple, l'invoice dont je parlais tout à l'heure, en théorie, elle n'est pas réutilisable, ce qui est une contrainte quand même importante. Et il y a une proposition pour rendre ça réutilisable. Donc ça n'a pas encore été inclus dans les spécifications, mais cette proposition de Bolt 12 et par Rusty Russell est en cours d'examen. Et puis tout récemment, il y a eu un service consistant à créer des adresses Lightning sur le modèle des adresses mail, ce qui est très pratique à utiliser, c'est beaucoup plus pratique qu'un QR code. Donc on voit que ça continue de se développer. Il y a un autre enjeu, c'est celui de la centralisation, qui a été très débattu au début de Lightning, parce qu'on avait peur que certains nœuds deviennent tellement gros, c'est-à-dire accaparent un maximum de transactions, que finalement ils acquièrent une sorte de pouvoir et d'influence sur ce réseau, ce qui aurait été en fait un retour en arrière par rapport à l'idéal de décentralisation de Bitcoin. Alors, d'une part, on peut accepter un degré de centralisation sur le réseau Lightning supérieur à celui de la blockchain Bitcoin. Ce n'est pas le même fonctionnement, ce n'est pas si grave. D'autre part, sur le réseau Lightning, il reste quand même très facile d'ouvrir des canaux et des nœuds. Et donc, on peut estimer qu'il restera toujours assez de canaux pour faire passer des transactions un peu où on veut et éventuellement contourner les gros nœuds si on estime que leur pouvoir est excessif. C'est sans doute plus un enjeu majeur. Et puis enfin, il y a un enjeu de scalabilité du réseau Lightning lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si le Lightning Network devient tellement utilisé dans le monde par des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes, toutes ces transactions on-chain d'ouverture et de fermeture de canaux, est-ce qu'elles ne vont pas finir par engorger la blockchain Bitcoin elle-même, alors que justement on voulait éviter de l'engorger? Donc là, il y a plusieurs réponses. D'abord, on va probablement de moins en moins fermer les canaux. Ce n'est pas indispensable de fermer les canaux de paiement sur le réseau Lightning. D'autant moins qu'il y a une proposition qui circule qui s'appelle le splicing, de Rusty Russell aussi, développeur de Blockstream, qui consiste à alimenter ou vider des canaux sans forcément ouvrir et fermer des canaux. Je prends un exemple. Si j'ai un canal et je veux retirer des satoshis de ce canal, faire une transaction on-chain et ensuite revenir sur le Lightning en rouvrant un canal. En fait, en théorie, ça fait 3 transactions à publier sur la blockchain Bitcoin. 3. Avec splicing et la fonction splicing out, je peux faire les 3 en une seule transaction. C'est donc une économie assez nette, assez réelle de nombre de transactions à publier sur la blockchain Bitcoin. Et puis, peut-être qu'un jour, il faudra quand même augmenter la taille des blocs. Alors, très peu de gens en parlent aujourd'hui parce qu'on est encore traumatisé par les événements de 2017, le hard fork Bitcoin Cash, mais il faut savoir que c'était présent dans la conclusion du white paper Lightning Network. Les auteurs disaient, si la Terre entière utilise le réseau Lightning, il faudra augmenter la taille des blocs. Et eux, ils imaginaient même par un calcul avec quelques hypothèses d'aller jusqu'à 133 mégas par bloc. Alors, si ça se produit, on peut imaginer que ça sera dans longtemps, dans 10 ans, dans 20 ans, que ça sera longuement préparé et que ce sera un événement consensuel, donc pour éviter le traumatisme de 2017, et qu'on le fera une bonne fois pour toutes, et qu'ensuite le sujet sera réglé. Mais là, c'est vraiment de la prospective. Alors, j'ai présenté l'ambition, la technique, les enjeux, et maintenant quelques mots sur l'écosystème qui se développe à très très grande vitesse depuis 6 mois. Il y a des indicateurs de capacité du réseau, et puis il y a une multitude d'entreprises et de projets qui se développent. Le nombre de bitcoins qui sont présents sur le réseau Lightning augmente de manière exponentielle. Il en est à 2300 aujourd'hui, c'est la courbe rouge, la courbe bleue étant la valeur en dollars, et ça a plus que doublé depuis 6 mois. Ce sont donc tous les bitcoins qui sont dans les canaux et qui circulent tous les jours, qui sont échangés d'un côté à l'autre en permanence, à chaque instant. Le nœud qui a le plus de bitcoins, c'est celui d'A5. Il a plus de 200 bitcoins aujourd'hui. Il y a 14 700 nœuds avec des canaux, 25 400 au total, parce qu'il y a des nœuds qui n'ont pas de canaux, et là je parle des nœuds qui sont connus, qui sont publics. Il y a 67 000 canaux publiés, en très forte augmentation aussi, depuis quelques mois, mais il faut savoir que ces indicateurs sont en fait limités pour 2 raisons. D'abord, ce sont des indicateurs de capacité du réseau et pas d'usage du réseau. Ça montre en fait le potentiel d'utilisation du réseau, mais pas la manière dont il est utilisé exactement. Or, on ne sait pas comment il est utilisé, vraiment, le réseau, puisque les données ne sont pas publiées. Il y a juste quelques données qui circulent pour permettre le routage, mais
On n'a pas d'indication exacte de l'usage du réseau, et c'est tant mieux. C'est ça qui garantit justement la confidentialité et le respect de la vie privée sur ce réseau. Il y a eu une étude en début 2020, donc ça commence à dater, à ma connaissance, il n'y en a pas de plus récente, qui disait qu'il y avait à peu près 28% de canaux qui étaient privés. Mais il se peut que la proportion actuelle soit complètement différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir intérêt à ne pas publier l'existence de son nœud et ses canaux. Ça peut être un choix. Alors, quelques éléments sur les entreprises et les projets qu'il y a dans cet écosystème. Il y a de plus en plus de wallets. Donc là, il y a les deux d'A5 à gauche. Et puis, évidemment, il faut privilégier les wallets qui sont non-custodial, c'est-à-dire ceux qui ne détiennent pas vos clés privées. Contrairement au wallet of Satoshi, par exemple. Le nœud d'A5 est clair et le plus rapide. Il y a eu une analyse indépendante qui a été faite il n'y a pas longtemps là-dessus. Quelques entreprises françaises, LN Market, qui permet d'avoir accès à des produits dérivés en Bitcoin en bénéficiant de retraits instantanés grâce au Lightning Network et qui a dépassé les 200 millions de dollars de volume échangé. Nodle, qui offre une solution de hardware pour avoir son nœud Bitcoin complet et un nœud Lightning, et aussi une solution cloud. Et puis une solution un peu similaire, mais pas hardware, qui est Umbrel, qui a pas mal de succès, qui permet d'avoir son nœud Lightning clé en main sans avoir besoin de coder ou d'être geek. Strike, qui a évidemment défrayé la chronique cette année en utilisant le réseau Lightning pour faire de la rémittance et qui a obtenu, sans forcément le rechercher d'ailleurs, le cours légal au Salvador. ZBD, qui permet d'intégrer des micro-paiements dans des jeux vidéo. Phoenix, qui permet du chat et du financement, de la rémunération de contenu sur Internet avec des micro-paiements et aussi de la circulation d'informations sur le réseau Lightning, ce qui est quelque chose de vraiment très, très, très nouveau. Jack Dorsey a annoncé qu'il allait intégrer le Lightning Network à Square et Twitter et que ça n'était qu'une question de temps. Le protocole RGB qui là est quelque chose de très très embryonnaire, mais potentiellement très intéressant, qui consiste à proposer des smart contracts en Bitcoin sur le modèle du Lightning Network avec une partie du fonctionnement off-chain et s'appuyant notamment sur le Lightning Network. Et puis Hyperviews qui se propose en fait comme une sorte de layer 3, une troisième couche au-dessus du réseau Lightning pour créer des services nouveaux à partir du réseau Lightning. Et donc toutes ces dernières avancées ont quelque chose d'assez vertigineux parce qu'on se rend compte, pour revenir au raisonnement du début, que finalement le réseau Lightning, contrairement à ce qu'on pensait à l'origine, ne sera peut-être pas qu'un réseau de paiement et qui va peut-être lui-même servir en fait, comme une nouvelle ressource pour des nouveaux services qui n'étaient pas prêts au début de Lightning parce que la technologie n'était pas prête, mais qui vont devenir progressivement possibles. Donc, quelques mots en conclusion. D'abord, je trouve qu'il y a un vrai trou du lapin du Lightning Network, un rabbit hole, comme il y a un rabbit hole de Bitcoin. Quand on regarde, quand on se penche, quand on commence à regarder dedans, on peut sombrer assez vite, c'est vertigineux, c'est très complexe et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour bien comprendre tout ça, je vous conseille vraiment de regarder l'incroyable série de vidéos de Fanis Mikalakis. C'est une pure merveille de pédagogie pour comprendre le fonctionnement technique du réseau Lightning. Alors, il y a un sentiment d'allégresse et d'euphorie dans l'écosystème Lightning aujourd'hui. Tout le monde est très optimiste. Il y a plein de projets, plein d'annonces, plein de révélations, plein de résultats encourageants. C'est la fête. En même temps, il faut bien garder à l'esprit que ce réseau est encore très récent. 2018, c'est hier, c'est tout récent. Il y a encore beaucoup de choses à consolider, l'infrastructure n'est pas complètement consolidée, il y a encore des risques importants, et il y a des bitcoiners favorables au réseau Lightning qui appellent l'attention, qui attirent l'attention là-dessus en disant « restons quand même prudents, évitons un peu la hype, la mode et le marketing excessif, et faisons attention ». Alors ensuite, si malgré tout le réseau Lightning continue à se développer, à surmonter ces différents défis, je pense qu'on pourra dire qu'il s'inscrit assez bien dans l'histoire de la monnaie, dont Nick Bhatia, dans cet excellent livre, a très bien montré qu'elle était toujours constituée de couches successives. À toute époque, la monnaie a toujours été constituée de couches monétaires, c'est-à-dire d'instruments monétaires ayant des caractéristiques économiques et techniques différentes.
Et en ce sens, le Lightning Network s'inscrit exactement dans cette tendance. On a bien une couche monétaire, un outil qui permet à Bitcoin de se développer et de se réaliser comme monnaie, mais en étant une surcouche. Et puis, je terminerai là-dessus, c'est aussi une surcouche protocolaire. Comme Internet, qui est une accumulation de protocoles informatiques, on a là un début d'accumulation de protocoles décentralisés, peer-to-peer, pour échanger de la valeur, et plus, avec Bitcoin comme protocole de base, Lightning comme deuxième protocole, et on sait déjà qu'il va y en avoir d'autres au-dessus, et c'est sans doute ça le plus fascinant. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup.